Bonjour et bienvenue à Daily Academy. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mutation Testing. C'est un outil qui va vous permettre de valider la qualité de vos tests. Je m'appelle Julien Bror et je développe professionnellement en PHP et Java depuis maintenant 13 ans. Et je travaille maintenant sur Nantes, une ville bien plaisante et dynamique. Commençons par un petit sondage. Soyez honnête avec vous-même, cela restera entre nous. Premièrement, j'imagine que vous compilez votre code et que vous le faites tourner avant livraison sur votre machine en local. C'est le minimum quand même. En deuxième, est-ce que vous écrivez des tests automatisés? C'est quand même le b.a.-ba en 2020. Mais est-ce que vous les améliorez aussi régulièrement? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un petit peu de refactoring de vos tests? Est-ce que vous les faites tourner avant la livraison? Est-ce que vous ne supprimez pas ceux qui échouent juste parce que c'est simple de les enlever? En numéro 3, est-ce que, au final, avec tous ces tests, vous regardez les métriques qui sont produites? Donc, le nombre de tests, le nombre d'assertions et aussi le code coverage, qui est quand même assez bien connu. Il faut avouer que les tests sont une pratique indispensable, car écrire et maintenir du code, celui des autres, mais aussi son propre code, est vraiment une tâche difficile. Écrire des tests, avouons-le, n'est pas plus facile que d'écrire du code. Est-ce que vous avez bien pensé les cas d'entrée? Est-ce que vous avez bien vérifié les états de sortie? Un mock par-ci, un mock par-là? Est-ce qu'il reste encore quelque chose de réel dans votre test? Au final, comment peut-on s'assurer de la qualité et la pertinence des tests sur un projet? Et la question à se poser, c'est si les tests vérifient la qualité du code, qui vérifie la qualité des tests? Cette question, tout le monde devrait se la poser, le développeur comme le product owner ou même le client. On va commencer par quelques définitions, histoire de mettre les choses à plat. Premièrement, nous avons l'assertion. Donc ça, c'est le cœur du testing. Ça nous permet de comparer deux choses, la théorie, expected, et la réalité, généralement appelée actual. Malheureusement, on peut se tromper quand même trop facilement, il faut l'avouer. C'est quelque chose également que l'on peut contourner, car il est facile d'imaginer des tests qui feraient des assertions blanches en boucle afin de gonfler les stats qui sont affichés en gros sur un écran de reporting. Bon, soyons clairs, ce n'est pas une petite astuce de ma part, et ce n'est pas non plus un conseil. De toute façon, vous faites des revues de code dans votre équipe, donc ce genre d'assertion un peu blanche sera détecté de toute façon. Alors les assertions, c'est bien car c'est facile à utiliser. Ça renseigne sur le nombre de comparaisons effectuées par vos tests. Le code coverage. Donc ça, c'est une définition un peu subtile quand même. C'est le pourcentage de lignes de votre code qui ont été exécutées pendant les tests. C'est sympa car c'est assez facile à comprendre. Ça renseigne par contre uniquement sur l'entrée de votre système de test et non pas sur la sortie, et encore moins sur la qualité des tests. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que une ligne de test exécutée n'est pas vraiment une ligne de code qui a été testée. Et à l'extrême, on peut facilement imaginer des tests qui exécuteraient 100% de votre code, donc tout est couvert, mais rien n'est vérifié car vous n'avez fait aucune assertion dans vos tests. Une autre définition, la confiance en soi, c'est quand même un sentiment qui peut être blessé par la pratique du mutation testing. Alors, mon conseil, c'est d'avoir une petite plaque de chocolat pour vous réconforter à portée de main lorsque vous commencez le mutation testing, car votre propre confiance en soi peut être blessée. Alors, la petite routine du testeur, c'est j'écris du code en premier, j'écris du test, il passe. Vous pouvez inverser, vous faites du test-driven development, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est suffisant en fait? Un bon test, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un test qui va échouer un jour. C'est pas forcément un test qui passe. Il faut surtout qu'il échoue. Ah, je viens d'entendre Pauline qui vient de tomber sur un test qui ne teste rien. Ça venait de Nantes-Ouest. Il y avait un petit peu d'écho, donc je ne suis pas sûr. Alors, comment être sûr que mon test peut échouer? Personnellement, troisièmement, moi, je modifie un petit peu mon code. Je commente une ligne de code où je change un entier par une autre valeur. Ça me permet de faire retourner le test et de vérifier que le test passe bien au rouge, donc qu'il échoue.
Au final, cette troisième étape, c'est du mutation testing. Par contre, c'est manuel et c'est aussi un peu biaisé parce que j'ai choisi la mutation. Heureusement, on va voir qu'il existe des outils pour automatiser cette étape. Alors, les ingrédients du mutation testing, c'est la petite recette du Père Lipton. Vous prenez votre code, ça vous l'avez déjà. Vous avez des tests, heureusement. Vous préchauffez les tests à 180 degrés pour vérifier qu'ils passent. Ça, c'est la règle numéro 1 du mutation testing. Si vous avez des tests qui sont instables ou des tests qui ne passent pas, ça ne va pas être possible d'utiliser le mutation testing. Ensuite, le framework de mutation va modifier votre code à un seul endroit. Et là, vous avez un mutant sur votre table. Ensuite, il va effectuer les tests jusqu'à ce qu'il y en ait un qui échoue. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus que un qui échoue. S'il y a un échec, c'est la très bonne nouvelle, votre mutant a été tué. Si, par contre, tous les tests passent toujours, vous fuyez, car votre mutant s'est échappé. Vous répétez ça autant de fois que vous le voulez, avec toutes les petites mutations que vous le souhaitez. Alors, les différents types de mutations, il y en a énormément. Là, je vous présente un petit tableau avec différents petits mutations. Ça peut être aussi simple que de transformer un plus en moins ou un moins en plus. On retourne un objet, on retourne nul à la place. Si ça retourne un tableau ou une liste, on envoie un tableau vide ou une liste vide, etc., etc. Un test d'égalité, on retourne tout le temps true, donc les conditions vont être modifiées. Ça peut paraître un petit peu inapproprié, mais n'oublions pas que nous testons la qualité des tests et non pas la qualité du code. Certaines mutations de plus sont assez plausibles dans la vie de tous les jours, une petite faute de frappe, un mauvais copier-coller, ça peut arriver. Donc, voici plusieurs mais si vous faites du PHP, il existe aussi des frameworks qui sont tout aussi bien. Vous ne trouvez pas de framework dans votre langage, je pense que c'est une belle opportunité pour commencer votre projet open source qui sera utilisé par beaucoup de monde. Comme promis, une petite démo. Alors, un projet Maven, tout simple, où j'ai quelques classes de modèles. On va se baser sur un oiseau qui a quelques propriétés, rien de très méchant. Il a une espèce, une taille, un âge, un sexe, avec quelques petites fonctions qui permettent d'incrémenter son âge. Et on a également un service qui va nous demander, la spec était assez bonne, c'était qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc on a l'habitude de ce genre de spécification très claire. Voilà, donc j'ai implémenté une petite fonction qui va nous dire ça en fonction d'une liste d'oiseaux qu'on va lui passer. J'ai réalisé aussi les tests qui vont bien. Donc là, c'est plus pour l'objet oiseau. Et là, des tests. Celui-là, il ne fallait pas le montrer tout de suite. Si. Les tests qui vont bien pour tester le service. Et on va tout de suite demander à Maven de faire tourner les tests JUnit. Un petit peu de patience, ça compile. Donc le code source sera disponible sur le GitHub de la Delhi Academy si vous voulez reproduire cette démo chez vous. Voilà. Donc on a bien vu qu'il a fait tourner nos quatre tests, que les tests sont tous passés, il n'y a pas eu d'erreur. C'est super. J'ai utilisé Jacoco. Donc on va aussi avoir un petit rapport de coverage. C'est assez standard. Et on voit que j'ai un coverage à 100%. Je suis très content pour ça. Voilà. Tout est passé, tout est à 100%. C'est quand même assez plaisant. Maintenant, je vous propose de rajouter un plugin pour le mutation testing.
Donc ce plugin, c'est Pytest. Vous l'ajoutez comme ça dans votre pomme, tout simplement. Hop, on rafraîchit. Et maintenant, on va faire tourner le goal mutation coverage. C'est parti. Donc là, on a la trace du plugin Pit. On voit qui trouve nos tests. Ah, hop, ça s'est arrêté, voilà. Donc là, on voit qu'il applique des mutators. Ici, il va changer des valeurs true. Ici, il va changer des objets. Hop, voilà. Donc, il explique un petit peu ce qu'il fait dans le log. Et vous allez voir donc à la fin qu'il a généré 12 mutants, donc 12 modifications du code source, et qu'il en a tué 10. Alors, bon, comme on a dit, il y a des mutants, tous les mutants n'ont pas été tués, c'est inquiétant. Il vous génère un petit rapport ici, dans le target, vous pouvez le consulter, ça ressemble beaucoup à un rapport de coverage de Jacoco. Donc on retrouve bien ici 10 sur 12, avec une petite partie rouge. Donc là, c'est là qu'on commence à s'inquiéter. On consulte le rapport. On voit que dans la classe Bird, il y a un mutant qui n'a pas été tué, et dans le calendar aussi. Donc je vous propose de regarder Bird en détail. Donc ici, vous voyez ce qui a été couvert par les tests et par la mutation ici. Donc par exemple ici, il a retourné nul. Mais heureusement, au lieu de retourner l'objet species, il a retourné nul et les tests l'ont détecté. Donc le mutant a été killed. Plus bas, on voit que pour le nombre de jambes, on retourne 2 en dur. Bon, ça me paraissait assez pertinent pour un oiseau. Par contre, lui, il l'a remplacé par 0 et le mutant a survécu. Alors là, ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant. Donc, il va falloir trouver où dans les tests ce problème se pose. Bon, dans cet exemple simple, je vous propose de regarder les tests Bird. On s'aperçoit qu'on n'appelle pas du tout le getLegCount. Il s'avère que c'est appelé dans le toString, ici, mais on ne check pas la valeur de retour de getLegCount. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter une assertion. Afin de casser 3 pattes à un canard, on va vérifier qu'il en a bien 2. On enregistre. On recompile les classes de test. Et on refait tourner pit testing pour régénérer les mêmes mutants et vérifier que le mutant maintenant est bien tué. Donc on a bien vu que même si cette ligne était couverte par les tests, au final les tests avaient une faiblesse puisqu'ils ne testaient pas vraiment cette partie. Donc la couverture de code ici nous induisait en erreur. La ligne était exécutée mais pas testée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il en a toujours tué 10. Alors ça, c'était pas forcément attendu. Peut-être refaire tourner les tests avant. Pardon. Donc on refait tourner les tests. Pour vérifier qu'il passe toujours déjà. On est bon, 0 failure, et c'est reparti pour le petit coverage. Alors pour trouver le problème, d'où vient le problème, vous pouvez aussi utiliser des breakpoints avec votre debugger, faire tourner les tests et voir quel test appelle quelle ligne de votre code. Ça va vous permettre de retrouver un peu plus facilement dans des cas réels où quel test peut être amélioré. Voilà. Ici, il a toujours généré 12 mutations, mais il en a tué 11. Donc, je pense que
le nouveau mutant qui a été tué, c'est celui qu'on a corrigé. On ouvre à nouveau le nouveau report de Pete. On voit bien 11 sur 12. On voit bien qu'il n'y a plus de mutant dans la classe Bird. Et si on regarde le détail, il a appliqué la même mutation, mais ça a été killed. Alors en dessous, vous avez un autre le même rapport avec plus de détails. Ici, ligne 52, il va vous dire que ça a été tué par la classe de test duck. Donc c'est bien là qu'on avait rajouté notre assertion. Ici. Alors, pour le dernier mutant, on va remonter dans la classe calendar service. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, cette ligne lui a posé problème. Il a inversé la condition et le mutant a survécu. Alors ça, c'est inquiétant. On se basait sur est-ce que c'est une hirondelle pour compter le nombre d'hirondelles, et après, s'il y en a plus qu'une, c'est bon, c'est le printemps. Là, il a inversé et ça ne marche plus. Le mutant a survécu. Allons voir dans le test. Qu'est-ce qui peut arriver? Ici, vérifier que c'est vrai quand j'envoie 4 oiseaux, dont 2 hirondelles. Alors, le problème ici qu'on peut analyser, c'est que qu'est-ce qu'on a vraiment vérifié par ce test? C'est assez subtil, c'est-à-dire qu'on lui a bien envoyé 2 hirondelles, mais on lui a aussi envoyé 2 autres pigeons. Alors, de notre point de vue du test, est-ce que le service vérifie vraiment le nombre d'hirondelles, le nombre de swallows ou le nombre de pigeons? On ne sait pas. Alors, il va falloir écrire un nouveau test, par exemple, vérifier que c'est faux quand on lui envoie 2 oiseaux qui ne sont pas des hirondelles. Faisons tourner les tests. Voilà, donc on a rajouté un nouveau test, 0 failure, et on refait le coverage. Qui va nous générer également un nouveau rapport. Et là, parfait, 12 mutants, 12 tués, 100% de mutants tués. Et donc le rapport va bien nous montrer ce fait également. Voilà, calendar à 100%. Ici, il a toujours inversé, et donc ligne 18, on voit bien qu'il a été tué par le nouveau test. Est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est faux quand on envoie 2 oiseaux qui ne sont pas des swallows? Donc ça, comme ça, on a vraiment un tour d'horizon complet de la spec qui, il faut l'avouer, n'était pas si clair que ça. Voilà pour la démo. Donc pour résumer, je vous propose de comparer le testing et le mutation testing. Donc, le testing valide le code, le mutation, les tests. L'exécution des tests unitaires, c'est unique. En mutation testing, on va répéter énormément de fois la suite de tests unitaires. La cible en testing est vraiment différente. On veut que tous les tests passent, c'est assez simple. En mutation testing, on veut qu'au moins un test échoue. Donc c'est vraiment diamétralement opposé. Les métriques en testing, c'est le coverage et les assertions. Et en mutation testing, vous avez le mutation score indicator, ce qu'on a vu. Vous pouvez également utiliser cet indicator en quality gate dans une CI, assez facilement d'ailleurs. Si vous voulez le mettre dans le POM, ici vous avez le mutation threshold. Vous pouvez dire je veux au moins 90% de mutants de tuer, sinon le build fail. En conclusion, le
le mutation testing est un bon outil, je le trouve complémentaire. Il fournit pour moi une métrique qui est très convaincante sur la qualité des tests, ce qui est très bien à mettre en place, et il est intéressant pour plusieurs profils, autant techniques, donc vous pouvez l'utiliser régulièrement ou lors de la reprise d'un projet, autant que fonctionnel, évaluer la pertinence des tests produits par votre équipe ou votre fournisseur. Il faut quand même avouer que cet outil a un coût, ce n'est pas le coût d'entrée, mais plutôt le coût d'exécution. Donc ça peut quand même facilement prendre une bonne heure, voire une nuit, pour effectuer toute une série de mutations sur une suite de tests unitaires qui serait déjà assez longue sur un projet conséquent. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose à exécuter à chaque push ou à chaque build sur votre pipeline, mais peut-être plutôt une fois par semaine pour conserver une métrique et vérifier son évolution. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que Delia recrute, donc je vous invite à consulter le site web de Delia, delia.tech, pour voir les postes à pourvoir. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires et on passera pour répondre aux questions que vous auriez. Merci beaucoup.